Valentina, elle rentrait chez elle. C'était une jeune fille étudiante, brillante, doctorante à l'université. Et son petit ami qu'elle voulait quitter lui avait tendu un piège. Lui, il était très possessif, il voulait contrôler sa vie. Il l'attendait dans un coin sombre de la rue. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir. Il l'a fracassée à coups de barre d'échafaudage, et lui, il prend la fuite. Il aura fallu 7 ans pour l'interpeller, et il aura fallu 10 ans pour le faire condamner, au mois de décembre 2025. Moi, j'ai toujours aimé cette traque et cette chasse. Il y a des meurtriers, il y a des violeurs. C'est pas possible que ces gens restent dans la nature et que personne les cherche. Par respect pour la justice, par respect pour la victime, il faut absolument qu'on les retrouve. Je m'appelle Olivier Juillard, j'ai 57 ans et j'ai été inspecteur à la police judiciaire pendant 34 ans. Mon style, c'est plutôt un flic à l'ancienne. Ça veut dire un flic qui travaille avec les moyens humains, avec le relationnel, avec les contacts, avec les enquêtes dans le terrain. En 2016, j'ai l'opportunité de créer un petit groupe qui s'appelle le groupe de recherche des fugitifs. Je m'étais rendu compte qu'il y avait un manque à ce niveau-là, que les personnes qui étaient en fuite n'étaient pas forcément recherchées. Parfois parce qu'on a passé à une autre affaire et puis on n'a plus le temps de s'en occuper. Et puis tout simplement des fois parce que la personne a vraiment disparu et puis sans faire une enquête, on ne va pas pouvoir l'interpeller facilement. Il y en avait plus de 5000. Tous ces gens n'étaient pas activement recherchés. Alors j'ai dit à mes supérieurs, s'ils me laissent faire, on va pouvoir casser la baraque. On a commencé avec les affaires les plus graves, où les peines de prison étaient les plus importantes. Il y a des gens qui étaient recherchés depuis tellement longtemps que plus personne s'intéressait à eux. On a arrêté un diplomate syrien pour une affaire de viol commise à Genève en 1999. On l'a arrêté en 2016, donc ça fait quand même pratiquement 20 ans après, alors que cette personne avait refait sa vie complètement à Paris, avait changé d'identité, avait fondé une famille, et il n'avait jamais purgé un seul jour de prison. Je pense que c'est aussi important que les victimes et les familles soient tenues plus ou moins au courant en fonction de ce qu'on peut dire, bien entendu, mais qu'elles comprennent qu'on travaille pour eux et puis qu'on lâche rien et puis qu'un jour peut-être il y aura une bonne nouvelle. On a eu une information de la police française qui nous dit Marco est à Genève. Mais Marco, pour nous, ça ne nous parlait pas du tout. Et mon collègue me dit « Mais oui, bien sûr, Marco Mouli ». Alors en même temps que je lui parlais au téléphone, je tape vite sur Internet voir qui c'est Marco Mouli et je m'aperçois que c'est effectivement un bel escroc recherché par la justice française. Il avait été condamné à 8 ans de prison. C'est un petit voleur de Belleville à Paris qui commence ça très jeune et puis petit à petit, il se perfectionne et puis il arrive à exceller dans son domaine où il prend quand même 283 millions d'euros au gouvernement français. Donc à ce moment-là, on n'a pas d'endroit précis où il est. Je m'aperçois qu'avec l'argent
Les moyens qu'il a, il ne doit pas descendre dans un hôtel miteux de Genève. Donc je me décide à faire le tour des hôtels 5 étoiles, le long des quais. En arrivant à l'hôtel Richemont, le voiturier me dit, quand je lui présente la photo, il me dit oui, il est là. Mais il ne s'appelle pas du tout Marco Mouli. J'ai dit ah bon? Et j'étais au Richemont, à l'hôtel Richemont. Ouais. Et bon, l'hôtel Richemont, c'est l'hôtel Richemont. Ça veut dire que tu ne peux pas me prendre pour un voleur si je suis à l'hôtel Richemont. Oui, c'est Richemont. Voilà, c'est Richemont. Ouais, il avait la grande vie dans cet hôtel. Il payait plus de 4 000 € cash chaque nuit qu'il passait à l'hôtel. Et puis il est arrivé en voiture à l'extérieur. On a pu l'interpeller là, sur le terre-plein là. Ils me disent Mouli. Je lui dis non, Michael Bellassène, pourquoi? Il nous présente un faux passeport. Il nous a d'abord dit qu'on faisait une monumentale erreur judiciaire. Mais en fait, on le reconnaît rapidement et pour nous, il n'y avait pas de possibilité d'erreur. Marco Mouli, il est haut en couleur, hein. Il parle bien, il parle beaucoup. Et puis, il essaye un petit peu de nous charmer en nous disant mais c'est pas possible que je me fasse arrêter ici à Genève alors que toute la France me cherche et que vous m'arrêtiez là en dilettante devant un hôtel 5 étoiles. Comment est-ce possible, quoi? Dans des gardes à vue, le plus important, c'est d'arriver à créer le lien avec la personne, la mettre en confiance, lui expliquer que maintenant, il a été pris. C'est l'opportunité pour lui de s'expliquer. Il y a des gens qui sont plus sympathiques, il y a des gens qui sont plus ouverts, il y a des gens qui disent rien, il y a des gens qui refusent de parler. Mais Mouli, il est intéressant parce que Mouli, moi j'ai parlé avec pendant longtemps, il me dit, moi je sais ni lire ni écrire. Et là je suis obligé de lui dire, mais tu sais compter toi, hein. Les fugitifs, quand ils se mettent en cavale, c'est sûr qu'ils sont, dans les premières semaines ou les premiers mois ou les premières années, ils sont super méfiants. Mais finalement, à un moment donné, ils sont obligés de baisser la garde parce que la vie continue. Et puis à ce moment-là, il faut être là quand ils commettent une erreur. Et puis quand on peut, grâce à ça, retrouver la trace et commencer à dérouler la pelote, quoi. Guzman, c'était quelqu'un qui était un escroc mondial, hein, que j'ai traqué pendant plus de 10 ans. Et lui, il réalisait des coups incroyables au niveau financier. Alors dans le jargon policier, on dit c'est un beau voleur, c'est quelqu'un qui réussit des coups assez exceptionnels, sans faire de blessés. Et quand il réussissait un beau coup, il était obligé de s'exhiber, il était obligé de montrer son butin sur les réseaux. Il publie une vidéo de lui dans un hôtel au Maroc avec des liasses de billets d'argent qu'il avait volés probablement récemment. Et à ce moment-là, on arrive à identifier l'hôtel et à faire travailler les Marocains pour procéder à son interpellation, puisqu'il était sous mandat d'arrêt international. Alors les éléments essentiels pour réussir en matière de recherche des fugitifs, je pense que c'est d'avoir un bon réseau de policiers dans le monde, en Suisse, à l'étranger, qui permettent d'être très réactifs. En 2018, ma hiérarchie nous donne les moyens de développer le groupe fugitif. Les succès étant là, ils nous permettent de créer une équipe de 6 personnes. Des gens qui étaient très pointus en filature, des gens qui étaient très pointus en recherche sur les réseaux sociaux, des gens qui avaient l'habitude du terrain. On est de plus en plus reconnus par l'ensemble des autres policiers. Donc on est très souvent sollicité pour des nouvelles affaires, des affaires d'importance pour la police genevoise.
J'ai travaillé, je pense, avec mes collègues sur une vingtaine d'affaires de meurtre commis à Genève. Donc forcément que ces affaires de meurtre, pour nous policiers, qui sommes avant tout des êtres humains, elles nous impactent plus qu'une affaire de vol de carte de crédit, ça c'est sûr. On mange meurtre, on dort meurtre, on y pense durant la nuit, on se dit mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi on n'a pas réussi à interpeller le meurtrier? Qu'est-ce qu'on a raté au moment sur la scène de crime? L'affaire Valentina, elle a marqué Genève parce que c'était une jeune fille brillante, doctorante à l'université, qui a été victime d'un féminicide en pleine rue. Et puis en plus, le fait que l'auteur était en fuite, il n'a pas pu être interpellé rapidement, a fait que l'affaire a duré dans le temps. Alors moi, j'entre dans cette affaire en 2018, où les collègues de la brigade criminelle viennent me voir en me disant « on n'arrive plus, on a eu d'autres meurtres depuis, on n'arrive plus au niveau des recherches à se consacrer uniquement à ça ». On a essayé d'avancer un peu de notre côté, mais on n'a pas trace de vie depuis le moment où il a tué Valentina. Bien sûr que ça m'intéresse. Elle est tuée avec une violence incroyable. La police a identifié l'auteur. Il reste juste la dernière partie, c'est de l'attraper pour qu'elle puisse être condamnée. C'est notre devoir de policier d'aller au bout de ces affaires, déjà par rapport aux victimes elles-mêmes, et puis par rapport à la justice. On est juste là pour ça, quoi. Valentina, elle était une femme tellement solaire. Je l'appelais tournesol. On pouvait compter l'un sur l'autre. Elle aussi, elle était seule, elle arrivait de l'Italie aussi. Donc, on s'est retrouvés un peu comme une famille. Elle rencontre Djiby pendant une fête. Lui, il était très fascinant, drôle, sympa avec elle. Elle était super contente de sa relation. Lui, il était gentil avec elle, il était drôle. Moi, je l'ai rencontré aussi. Il était très... il lui donnait beaucoup de câlins, donc c'était rassurant. Donc il était quelqu'un de bien au début. Il nous semblait. Ensuite, il y a un changement, presque tout de suite. Il commençait à dire « tu dois me marier », des choses comme ça. Donc c'était... Elle était très intelligente, donc c'est pas... Elle a eu tout de suite le doute. Le doute que lui faisait ça pour obtenir quelque chose d'elle. Il n'avait jamais de l'argent, et c'était toujours elle qui payait. Donc on ne comprenait pas. Surtout que des fois, il ne travaillait pas, il était toujours chez elle. C'était un peu bizarre. Après, elle a vraiment ouvert les yeux, je pense, quand il y a eu le problème de la carte de crédit. Donc un jour, pendant qu'elle se prend la douche, lui, il sort. Et il revient après, et c'était tout normal le dimanche. Le lundi, donc le jour après, elle m'appelle, elle était assez angoissée, parce que la banque l'a appelée en disant que quelqu'un avait essayé de voler
son argent de sa carte de crédit. Donc, elle avait probablement perdu. Donc, elle regarde tout de suite dans la poche et la carte, elle était parfaitement là. Donc, elle n'a pas perdu la carte. Donc, il lui a dit, et la dame au téléphone lui a dit, Madame, regardez s'il y a quelqu'un de vos entourages qui était avec vous dimanche dans la maison, qui a pu prendre la carte. On a tout de suite compris et là, les choses, elles sont mal passées parce qu'elle a mis tout de suite un frein, donc un stop. Et c'est là que lui, il a commencé à donner les premiers signes de violence. J'étais chez moi avec mes copines, on était en train de dîner. Elle était chez elle, et elle m'appelle en pleurant, en disant que lui, il était dehors de la porte. Et qu'il criait, qu'il voulait entrer, il était très agressif. Donc elle avait hyper peur. Donc, aujourd'hui, probablement, j'aurais tout de suite appelé la police. Pardon. Mais dans ces moments-là, j'ai réagi différemment. Et j'ai pris la voiture. Donc lui, il était plus dehors. Donc je suis rentrée chez elle. Elle était dans un état, elle avait hyper peur. Il a commencé à frapper la porte fort. Mais à l'époque, je me sentais assez fort pour ouvrir avec un couteau dans la main pour les menacer de laisser Valentina. Et lui, il n'a rien dit. Mais son regard, je ne l'oublierai jamais. Il était un diable. J'ai vu la rage. La rage. Elle était de plus en plus angoissée. Elle a commencé à dormir des fois chez moi. Sa dernière soirée, donc quand elle était chez moi, quand elle a décidé de sortir pour aller chez elle, elle m'a dit en fait que le lendemain, elle aurait eu un cours très, très tôt, que le soir, elle avait fait yoga, donc elle voulait prendre une douche, se réveiller chez elle pour pouvoir se préparer. Et donc, moi aussi, je sentais le danger. C'est pour ça que je lui ai dit de dormir chez moi. Mais on n'aurait pas imaginé. Ouais. C'est le regret plus gros de ma vie. J'ai tout de suite compris. Tout de suite. Que c'était lui. Tout de suite. Depuis, j'ai jamais plus rien su de lui. Il était disparu comme ça. On s'est dit, bon, on va jamais plus le retrouver. C'est mort. Je propose au ministère public d'aller à Dakar, au Sénégal, puisque l'auteur était probablement d'origine sénégalaise. Et puis, à ce moment-là, ma petite idée, c'est de refaire le parcours de sa vie pour étendre un peu les recherches et les investigations. À cette époque, il y avait eu de nombreuses demandes d'entraide, une vingtaine, je crois, que la Suisse avait envoyées au Sénégal dans le cadre d'autres affaires que l'affaire de Valentina, et il n'y avait jamais eu de réponse de la part des autorités sénégalaises. On me dit, de toute façon, tu n'arriveras à rien, ça ne sert à rien de te déplacer. Mais moi, j'avais déjà eu des expériences positives dans d'autres pays en procédant de la sorte, et j'étais motivé
moi, c'est clair, j'ai une seule personne à chercher. Moi, j'ai qu'une obsession, c'est absolument le trouver. Mais trouver une personne qui a certainement changé d'aspect physique dans une ville comme Dakar, où il y a 4 millions d'habitants, eh ben, au départ, c'était pas gagné. Il a disparu, il est en cavale, ça fait 4 ans que le meurtre a eu lieu. J'ai qu'une seule mission, c'est retrouver le gars. C'est pas moi qui ai besoin de faire des actes d'enquête pour établir sa culpabilité ou non. Moi, c'est de la chasse à l'homme. J'arrive au Sénégal avec mon collègue Lambert, qui est le patron de la brigade criminelle, qui était le directeur d'enquête sur ce dossier et qui connaît l'affaire mieux que personne. Le Sénégal, c'est pas Genève. La traque au Sénégal, c'est pas à la rue du Rhône. Il a fallu convaincre les collègues sénégalais, il a fallu créer des liens, il a fallu bien s'entendre entre nous pour espérer pouvoir commencer déjà un bout d'enquête. D'abord, je me suis tourné vers la police du Sénégal en 2018 déjà. Et ils n'étaient pas au courant de l'affaire, ils n'avaient pas reçu les documents, il n'y avait pas de collaboration possible. Et puis ensuite, on a changé un peu notre fusil d'épaule et puis on s'est tourné vers la gendarmerie du Sénégal. On sent qu'ils sont tout de suite touchés par cette affaire. Ils ont vraiment envie de nous aider à réussir. Tu crois ? T'es sûr ? Ils reviennent en nous disant, on a déjà pu établir que depuis qu'il est rentré au Sénégal en 2018, eh ben, il a utilisé 4 identités différentes. Donc là, on comprend que ça va être encore plus compliqué, sachant qu'il n'est pas forcément à Dakar, mais il peut être n'importe où au Sénégal, voire être reparti à l'étranger. Les Sénégalais nous disent également qu'il est propriétaire d'une maison en périphérie de Dakar, qu'il a chassé sa maman de cette maison dans le but de pouvoir la vendre. Le chef de la gendarmerie me dit « T'inquiète pas, on va acheter la maison ». Donc là, on se dit on est bien parti, on sent qu'on est à bout touchant. Les Sénégalais mettent tout en œuvre et pour pouvoir faire un coup d'achat sur la maison. Malheureusement, à ce moment-là, on est en mars 2020 et là, il y a le Covid qui éclate. Le monde entier se ferme. On doit fuir Dakar par un des derniers avions. Ah là, on est hyper déçus. L'opportunité, elle ne se représentera peut-être pas. Et puis, si elle se représente, ça sera quand ? Malheureusement, le temps passe. Donc je sens que ça se complique. Mec, il ne faut pas lâcher. On fait un deuxième voyage en 2023 en compagnie de la procureure en charge du dossier. Grâce aux Sénégalais, on avait pu établir qu'il y avait des connexions familiales de l'auteur avec le Brésil. On a surveillé les transferts financiers entre le Brésil et le Sénégal. On a retrouvé l'endroit où l'argent a été retiré auprès d'un bureau de change ici à Dakar. Donc à ce moment-là, on récupère un numéro de téléphone qui nous permet de remonter
à ce qu'on espère être le meurtrier. Comme photo de profil, il vend une voiture. Donc le chef de la police me dit « T'inquiète pas, on voulait acheter la maison, on achètera la voiture, ça ira aussi ». Et à ce moment-là, malheureusement, des émeutes éclatent à Dakar. La priorité de la gendarmerie à ce moment-là, c'est pas d'arrêter l'auteur du meurtre qui a eu lieu en Suisse. On rentre une nouvelle fois à Genève en se disant mais on est vraiment maudit dans ce dossier. Alors que ça fait une semaine que je suis rentré à Genève, le soir, tardivement, je reçois un message sur mon portable. Et c'est marqué « L'oiseau est dans la cage ». Je comprends que l'interpellation a eu lieu. Une immense satisfaction. Pour la petite histoire, je suis entraîneur d'une équipe de foot. Je peux vous dire franchement, j'ai pas vu la deuxième mi-temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris contact avec lui. Lui, 7 ans après, il pensait à aucun moment que ça pouvait être un piège. Donc il a répondu à l'appel, il est venu en toute bonne foi pour vendre la voiture. Et à ce moment-là, il a pu être interpellé. Il est affaibli, il est amaigri. La police sénégalaise découvre qu'il logeait dans un chantier en construction. Il n'avait plus d'argent. La famille lui avait complètement tourné le dos. C'était la misère. C'est là que tout a fini pour lui. Après 7 ans de cavale, c'est là que sa cavale s'est achevée. Moi, c'est la première fois que je viens, parce que, bien entendu, c'est les gendarmes sénégalais qui ont procédé à l'arrestation. Et c'était là. Ici, c'est la pièce dans laquelle il dormait. Vous voyez que c'est dans des conditions très, très rudimentaires. Il avait juste un matelas, même le sol, sans rien d'autre. Et voilà l'essentiel des effets personnels dans son lieu de cache, disons, où il résidait. Je me présente Christian Faye. Je suis avocat au barreau du Sénégal. Et dans le cadre de cette affaire, j'ai eu à représenter la défense des intérêts des héritiers de Valentina. C'est le moment de saluer le mérite de la police suisse, parce que la police genevoise, parce qu'ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils ont continué à le pister, à le traquer. Et si on n'avait pas eu donc tous ces éléments matériels provenant de la police genevoise, il aurait été difficile peut-être plus difficile de faire établir sa culpabilité. C'est un rapport donc de M. Lambert et de M. Julliard de la police genevoise. Du beau travail. Très beau travail même. Voilà. Ça donne envie de devenir policier.
Voilà. Voilà l'arme du crime, cette barre de fer, et ça a été retrouvé sur les lieux. Et cette barre de fer-là, comme par hasard, on a retrouvé l'ADN de Djiby dessus, donc c'était assez déterminant pour montrer que c'est bien lui l'auteur des faits. Ça, c'est la photo de Djiby au jour de son arrestation. Il ne collabore pas du tout, il n'a pas l'air de regretter. Il explique sa mort en disant que Valentina était toxicomane. Elle avait pris de la drogue à crédit à des dealers qui seraient guinéens à Genève et que donc c'est peut-être ces dealers guinéens qui l'ont tué à cause de cette drogue non payée. Voilà son système de défense qui n'a pas bien sûr pu résister à l'analyse des faits, aux éléments matériels. Le procès aurait été pour lui l'occasion de soulager sa conscience, mais ça n'a pas été le cas. Il est resté droit dans ses bottes dans son système de dénégation systématique. Et je pense que ça a dû influer sur la lourde peine qui lui a été infligée parce que tous les éléments montraient sa culpabilité et lui, il n'a jamais voulu faire des aveux circonstanciés. Alors, il a été condamné à la peine la plus lourde qui existe dans l'arsenal juridique au Sénégal, qui est la perpétuité. Au Sénégal, il y a une énorme surpopulation carcérale, donc je pense que ces conditions de détention doivent être assez difficiles. Il ne pensait pas qu'on le retrouverait. Là, il se rend compte que là, il est fait. Alors, au procès, il a inventé une histoire rocambolesque. Donc, jamais de sa vie, elle a pris de la drogue. Et en fait, il voulait salir l'image de la victime en espérant qu'il s'en sortirait mieux, mais c'était un mauvais choix pour lui. Les réactions des fugitifs au moment de l'interpellation peuvent être diverses et variées, quoi. Il y a vraiment des gens que ça soulage parce que la cavale, c'est trop compliqué. Et puis il y a des gens qui, bien sûr, n'avaient pas du tout l'intention de se faire prendre et ils savent que leur vie va basculer. Et ça, c'était clairement le cas de Djiby. Alors quand je vois pour la première fois le détenu en chair et en os, je me dis, voilà, ça fait 7 ans que tu le cherches, là il est en face de toi, il a beaucoup d'agressivité envers nous les policiers suisses, il nous tient comme responsables de ce qui lui arrive, il nous explique même qu'il avait marabouté l'enquête, mais le chef de la police me dit, t'inquiète pas, de toute façon moi je suis allé voir des marabouts pour contre-marabouter. Et puis que finalement, j'avais pas de souci à me faire. Et je pense que d'avoir lié préalablement un lien si fort, un lien humain si fort avec les autorités sénégalaises a permis d'obtenir cette condamnation. Alors après la condamnation qui a été prononcée le 30 décembre 2025, il a fait appel. C'est son droit le plus absolu. Il va essayer d'obtenir son innocence jusqu'au bout. Bonjour. Bonjour maître. Inspecteur, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va?
En pleine forme? Oui, depuis la dernière fois. Ouais. Oui, c'était à Diourbel. C'était à Diourbel, effectivement, ouais. Il y a un appel, il a fait appel et l'affaire sera programmée probablement d'ici quelques mois devant une autre cour criminelle, donc avec d'autres magistrats. Je peux raisonnablement dire qu'on s'attendrait à une confirmation de la première décision. Peut-être que la condamnation peut être revue qu'elle soit un peu moins lourde, mais sur sa culpabilité, il n'y a aucun risque de la voir être infirmée en appel. Et puis je vous attendrai pour l'appel. Je sais pas. Je sais pas si on arrivera encore à se déplacer. Bon, en tout cas, bon séjour au Sénégal. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Nous aussi. Et j'espère qu'on se retrouvera pour l'appel. On est ensemble, comme vous dites. Voilà, Nyofak en Wolof. Voilà. Merci beaucoup. Merci, inspecteur. Au revoir, maître. Allez, à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci. Je peux comprendre que pour les familles, pour les amis, pour les gens qui ont suivi cette affaire et qui sont impactés, c'est de nouveau un coup de poignard. Il faut leur dire qu'il y a encore un appel. Ça risque de déboucher sur un nouveau procès. Quand on annonce ça à quelqu'un, il faut faire attention, il faut aller dans l'empathie, il faut être humain, quoi. Tout simplement, il faut être humain. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Désolée, C'est pas grave, ça va aller. j'essaie de me tenir, mais c'est le moment de... Ok, excusez-moi. On va faire en sorte que ça se passe bien. J'ai un tonne de questions. Oui, je suis là pour y répondre. Tonne de questions à vous faire. Mais je sais pas d'où commencer. Je pense que je vais juste m'essuyer. Ok. Expliquez-moi peut-être, puisqu'on se connaît pas, Oui. puisque vous avez rencontré mes collègues, Oui, j'avais rencontré... Monsieur Lambert. oui, Voilà. et Monsieur Badran. Oui, Badran, oui. C'était avec lui que j'ai eu Vous avez eu plus... contact. oui. Voilà. On a... Alors, au début, il y a eu un grand... comment dire... Les médias en parlaient beaucoup, donc... Voilà. Après, tout d'un coup, personne n'a plus rien su. J'ai essayé de savoir, mais... La police suisse est très... C'est bien. C'est bien. C'était pour la réussite de l'affaire. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est bien. Mais voilà, le fait que j'ai plus rien su pendant 7 ans, c'était un peu bizarre. Vous avez l'impression d'être mis de côté. Oui, et surtout, j'ai eu l'impression que voilà, l'affaire, C'était fini. c'est fini, quoi. Ouais, Il y ouais. a Alors, plus c'était rien. jamais fini. Ah, Je peux vous rassurer, c'était jamais fini. c'est ce que... C'est sûr que ça a pris beaucoup de temps, mais on a fait ça pour Valentina, on a fait ça pour sa famille, on a fait ça pour ses parents, on a fait ça pour vous, pour ses amis, pour ses gens qui sont proches. Mais le secret de l'enquête, on a été obligé de le conserver pour maximiser nos chances de réussite. D'accord. Pour nous, c'était un dossier important et il fallait vraiment qu'il aboutisse. Mais vous comprenez aussi qu'on ne pouvait pas en parler parce qu'il y avait des secrets d'instruction, il y avait des secrets d'enquête. On ne voulait pas que ça nous perturbe et puis que ça vienne à ses oreilles et qu'il sache et qu'il disparaisse encore une fois. Ok, incroyable. Donc, vous avez pu le rencontrer? Moi, je l'ai rencontré, ouais.
Moi, je l'ai rencontré. Ok. L'arrestation a été faite par les gendarmes sénégalais. Il était où? Il était ses parents? Non, il était en périphérie de Dakar. Il a une famille. Lui, là-bas, il a une famille, il a une mère, un père, Ouais. des frères. Ouais, il a une maman, il a des sœurs, il a des cousines, il a des frères qui sont au Brésil. Et ils ne savaient pas? Ils ont coupé le contact avec lui. Lui a totalement coupé le contact avec sa famille. Personne l'a aidé dans la fuite ou comme ça. Il a vraiment dû se débrouiller tout seul. Et puis, il n'avait pas d'appui de la part des gens de sa famille. D'accord. Et lui, comment il explique le fait que il était là? Genre, il dit non, je suis pas coupable. Il dit, je suis pas coupable parce que c'est pas moi qui ai fait ça. Il dit, j'étais là. Il dit que c'est des Guinéens qui étaient de passage pour une transaction de stupéfiants. Et puis que ça a mal tourné et que c'est les Guinéens qui ont tué Valentina. Okay. Mais ça, l'enquête a pu établir et a pu démontrer surtout que c'était totalement faux. C'était des allégations de sa part qui étaient pas confirmées. D'ailleurs, il a été reconnu coupable par le tribunal en fin d'année passée et il a été condamné à perpétuité. Et donc là, maintenant, si j'ai bien compris, il est en prison à vie. Ouais. Et j'ai entendu qu'il n'y a même pas la possibilité de sortir. Comment ça marche en Sénégal? C'est la même chose qu'ici? Alors, au Sénégal, la perpétuité, c'est une perpétuité ferme. Donc vous n'avez pas de possibilité de sortir de prison, mis à part au bout de 20 ans, s'il y a une grâce présidentielle. Okay. Mais la grâce présidentielle, généralement, elle n'est pas possible, elle n'est pas compatible avec un crime de sang. Ok. Donc normalement, de ce côté-là, il ne devrait pas avoir de surprise. Okay. Par contre, il a fait appel à son procès, à la sentence, donc il va avoir un nouveau jugement. Dans le courant de l'année probablement, ou peut-être l'année prochaine. Wow. Ok. Quand elle est décédée, ils m'ont dit qu'en fait, il lui a donné juste un coup, elle est partie, mais après, j'ai vu son corps. Et c'était pas ça. Ouais. Elle était complètement... Il l'a tapé à plusieurs reprises avec la barre d'échafaudage, ça c'est sûr. Il a été condamné pour ça au Sénégal, avec cruauté et acte de barbarie. Donc généralement, quand les faits sont si graves, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait tout d'un coup une surprise dans le mauvais sens. D'accord. Okay. Ça va? Oui, ça va m'aider. Parce que le problème, c'est que quand c'est arrivé et il n'y a pas une fin, ouais. On est encore là, bloqué. Et ouais, c'est ça. Donc, ça me rassure. C'est une obligation de réussir ce genre d'affaires. Merci infiniment. Mais de rien. Ça m'a fait du bien. De rien. Merci, je peux vous embrasser. Oui. Tant mieux si ça vous aide. Merci. Bah, tant mieux. Bonne continuation. Merci. Bon travail. Merci. Au revoir. J'ai pris ma retraite parce que c'était mon droit à la retraite. J'ai fait 34 ans, j'ai fait mon temps. Je vais vous dire la vérité, je pense que je ne serais pas parti à la retraite tant que ce n'était pas élucidé. C'est vraiment important d'avoir un groupe fugitif parce que les gens qui y travaillent deviennent des spécialistes en la matière. Et d'avoir un groupe dédié à ça, c'est vraiment une plus-value pour la police.